Certains ne travailleraient que quelques jours par mois afin d'éviter d'être placés en position d'absence irrégulière. Pourtant, le Cameroun, sous assistance du Fonds monétaire international, a annoncé il y a quelques années le comptage physique des personnels de l'État et des agents de l'État afin de débusquer les fonctionnaires fantômes. En octobre 2020, le ministère des Finances annonce sur son compte Facebook la coupe des salaires pour 591 fonctionnaires fantômes détectés grâce à l'utilisation de l'application unique pour la gestion uniforme des ressources humaines de l'État. Cependant, les problèmes de fonds persistent au sein de la fonction publique au Cameroun, entre la clochardisation de certains agents de l'État, les difficultés d'obtention des rappels, le clientélisme, la corruption. Qu'est-ce qui explique la non-tenue des conseils de discipline régionaux afin de sanctionner les fonctionnaires indélicats? Comment expliquer la persistance des agents de l'État fantômes bénéficiant d'un salaire régulièrement viré dans des comptes bancaires? En exigeant la tenue du Conseil supérieur de la fonction publique, le président de la République avoue-t-il que CJPES 1 et 2 ont échoué à donner au Cameroun les outils pour maîtriser le personnel de l'État? Quelles sont les conséquences d'une fonction publique moribonde sur le climat des affaires? L'une des zones ou l'une des régions où les fonctionnaires se font le plus rares, ce sont les régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où il y a un conflit armé qui se poursuit. Human Rights Watch, dans son dernier rapport, a relevé de nombreuses exactions commises par les séparatistes armés. Le Centre africain pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, Dagbor Mbala, a mis en exergue les atrocités de cette guerre commise à la fois par des séparatistes et certains éléments des forces de défense et de sécurité. Pour avoir appelé à la fin des hostilités et le cessez-le-feu dans un contexte de crise humanitaire, la directrice exécutive du REDAC a été plébiscitée lauréate du prix international du courage féminin. Mais au-delà de cette distinction du département d'État américain, le constat est inquiétant. L'issue de la crise est incertaine, les négociations piétinent. Selon Sisiku Ayuk Tabe, qui a accordé une interview à Jeune Afrique en fin de semaine, les contacts engagés avec le gouvernement en 2020 n'ont pas débouché jusqu'ici sur des négociations de sortie de crise. Plus personne n'a des nouvelles du Vatican, pourtant déterminé à œuvrer pour une médiation. Le gouvernement s'est-il rétracté pour réfléchir et privilégier l'option militaire, en déclarant dans la presse internationale qu'ils sont prêts à combattre jusqu'au dernier homme? Le leader séparatiste Sisiku Ayuk Tabe est-il en train de jeter de l'huile sur le feu? Comment sortir de cette crise anglophone face aux multiples défis sécuritaires et crises sociopolitiques? Que valent les actions du Parlement camerounais? Le pouvoir législatif a-t-il les coups des franches pour jouer pleinement son rôle? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Aristide Mono, analyste politique. Aristide Mono, bonjour. Bonjour, c'est Cédric Nofélé. Bonjour aux co-discutants du jour. Bonjour à tous les téléspectateurs de droit de réponse. C'est toujours avec un réel plaisir que je réponds à vos invitations parce que je mesure la charge qui est la mienne dans la construction d'un état de droit démocratique. Je mesure la charge qui est la mienne en tant qu'intellectuel pour jouer le rôle qui est le nôtre, donc celui de l'intelligentsia, à savoir la société civile qui doit servir de fusible entre les extrémités de gauche et les extrémités de droite, les extrémités des conservateurs, les extrémités des libéraux. La société civile doit pouvoir trancher. Et pour ce qui est de mon cas spécifique, il est question d'offrir au public des grilles d'analyse, des grilles de compréhension de certains phénomènes qui sont tiraillés par les extrémistes, par les extrémismes que je venais d'évoquer. Et dans ce combat, il ne s'agit pas pour moi de venir équilibrer les plateaux, mais de dire la vérité, quitte à ce que les uns et les autres trouvent leur compte dans des analyses. Donc, je vous
dire merci pour cette autre opportunité. Je vais saluer votre fan club, avec votre permission, votre fan club de Sao Paulo. Merci Aristide Mono d'avoir fait le déplacement depuis Yaoundé pour assister à cette émission ici à Douala. Il est consultant sur droit de réponse, éditorialiste quotidien, La Nouvelle Expression. Il est encore avec nous ce dimanche. Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Moufélé, je salue les différents co-panélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection à tous les Camerounais et à tous les Camerounaises de la diaspora. Et sur le plateau de droit de réponse, il est représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, militant du MRC, Guy Laurent Kwam. Guy Laurent, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aussi aux co-panélistes sur ce plateau aujourd'hui. Je voudrais dire ma joie d'être sur ce plateau pour contribuer au débat qui permettra d'édifier les Camerounais sur les questions et les enjeux de l'heure. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour saluer mes amis politiques encore incarcérés dans les différentes prisons du pays. Et pour ce jour particulier spécial, dire un bonjour très retentissant à Mamadou Bouta, qui est dans la ville de Douala et que nous sommes heureux d'accueillir. Merci. Sur le plateau de droit de réponse, il est professeur titulaire, internationaliste, politiste, également membre titulaire du comité central du RDPC, le professeur Pascal Charlemagne Moussanga-Niamdine. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour Cédric, et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne qui monte. Je voudrais une pensée particulière pour ma maman, parce que voyez-vous, elle a failli tomber en syncope lorsqu'on lui a dit que j'étais en rétention, du moins au CED. Et la nouvelle d'ailleurs a fait le tour de la toile. Le professeur Pascal Charlemagne Moussanga-Niamdine convoqué au CED pour propagation de fausses nouvelles et autres. Que s'est-il concrètement passé, professeur? Il s'avère que de passage ici et dans certains médias, j'ai subi des remontrances très fortes et pas correctes de la part du ministre d'État, d'après ce que les interlocuteurs m'ont dit, secrétaire général de la présidence de la République. Et pire encore, vous avez vu que je me suis retrouvé convoqué dans un haut lieu de défense et de sécurité qui est le CED, pas amicalement, bien entendu, parce qu'à l'époque j'allais au CED lorsque Monsieur Bokam m'appelait et me disait « Camarade, viens prendre quelques bons de carburant ». Mais cette fois, je vous assure, je n'ai pas de mots parce qu'on m'accusait, ou du moins on m'accuse de propagation de fausses nouvelles. Et comme vous avez pu le constater, j'ai été convoqué et une fois devant le commandant Bialo, je lui ai dit qu'il fallait qu'on mette d'abord en place les bases du droit. Alors, qui me porte plainte? Bon, on m'avait déjà bien informé que c'était une très haute personnalité proche du chef de l'État. Et je lui ai demandé quelle est la plainte. Bon, pour ne pas faire obstruction aux institutions que je soutiens de la République, je suis passé rapidement au deuxième point, à l'effet de lui dire, écoutez, modestement, lorsqu'on parle de propagation de fausses nouvelles, c'est ici, pardonnez-moi, tellement je suis encore choqué, il s'agit d'une infraction relative au problème de sûreté nationale. Si vous lisez les articles 111, 112, 113, 114 du Code pénal et 115, ce sont les problèmes de sûreté nationale. Alors qu'est-ce que je fais ici? Alors il m'a ouvert un son où effectivement un brave journaliste faisait état de ce que le ministre d'État était en discorde avec beaucoup de membres du gouvernement. Et puis il a aussi fait un commentaire justifié, d'ailleurs sur le terrain,
par lui-même et alléguant que il fallait désormais faire attention lorsqu'on parle de haute instruction du chef de l'État. Alors il y a à moi de rétorquer, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors je vous assure, j'ai passé 4 heures et en fin de compte, je lui ai rappelé, soit le camouflage était volontaire, soit c'était une omission, mais je lui ai rappelé que l'article 113 du Code pénal, c'est lui plutôt qui me qualifie et repose sur 3 piliers de propagation de fausses nouvelles. 1, c'est le mensonge. Ceux qui nous écoutent peuvent ouvrir l'article 113 du Code pénal. 2, c'est l'atteinte à la personnalité d'un homme public. Et puis, pour terminer sur ce point, 3, susceptible d'entraîner la cohésion nationale. Est-ce que vous avez propagé de fausses nouvelles concernant des autorités, des acteurs institutionnels au Cameroun? Et j'ai pu vous dire ici, comme le chevalier Bayard, sans crainte et sans reproche, que faux, c'est un abus de pouvoir. Je vous dis bien abus de pouvoir. De toute façon, j'ai saisi le chef de l'État, le président de la République, qui est informé. Et je voudrais ici saisir d'ailleurs cette opportunité que vous m'offrez pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu, les patriotes, parce que en réalité, je peux vous dire que ce fut une tentative d'humiliation. Mais vous savez, le président Paul Biya et le RDPC et moi, ça me rappelle tout simplement cette chanson de mon frère Bendeka qui dit « Aimer, c'est s'oublier un peu. » Et je m'oublie, et c'est ne penser qu'à celui qu'on aime. Moi, j'aime le président de la République, j'aime le RDPC, et je brasse tout simplement cet incident sous le signe du bavure. C'est pourquoi je chanterai « Aimer, c'est s'oublier un peu à thé. Aimer, c'est souffrir un peu. » Moi, j'aime Paul Biya et le RDPC à jamais. Merci d'être avec nous, professeur Pascal Messanga Nyamding. D'entrée de jeu, avec vous, Aristide Monod, on a eu cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République adressée au SG des services du Premier ministre pour évoquer un sempiternel problème qui se pose dans l'administration publique, l'absentéisme des fonctionnaires et agents de l'État, avec des instructions données pour la tenue d'un conseil supérieur de la fonction publique et la réactivation des conseils de discipline sur le plan régional. Comment analysez-vous la situation au sein de la fonction publique au Cameroun? Comment expliquer cet absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État qui est relayé au président de la République, qui sont relayés au président de la République? Déjà, il faut dire mieux vaut tard que jamais. Et qu'après, il faut que la décision soit matérialisée, c'est-à-dire qu'on sorte du régime des déclarations et des publications des actes pour donner un peu de contenu à ce que nous disons dans les actes. Donc, il faut qu'effectivement, tout ce qui est inscrit dans cet acte du SGPR, que cela soit matérialisé. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut d'abord revenir sur, je vais faire comme en histoire, que les cours d'histoire se résument en causes lointaines et causes immédiates. Cause immédiate, c'est d'abord l'état de délabrement ou d'enclavement dans lequel se trouvent les agents de l'État dans notre pays. Et cet état d'enclavement est assis sur déjà la rémunération et également des zones dans lesquelles ils doivent travailler, des lieux d'affectation. Et vous voyez qu'il y a un lien assez poussé entre ces conditions et l'état même du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un fonctionnaire contractuel d'administration qui se retrouve avec un salaire de 100 900 francs CFA en plein Yaoundé, vous voyez que quels que soient les emprunts que vous allez tenter de faire, il serait toujours difficile d'obtenir la somme escomptée. C'est-à-dire que si la personne est père de famille, 3 enfants, forcément il doit avoir un appartement de 2 chambres, un salon. Et là, pour obtenir un tel bâtiment, à 50 000 francs CFA Yaoundé, ce n'est pas facile. Donc vous voyez que
suivant ce salaire, c'est difficile pour ce dernier de se concentrer et de se consacrer à la tâche pour laquelle il a signé un engagement avec l'État. Lorsque vous voyez par exemple l'état d'enclavement des zones périphériques, si on vous... Je prendrai la zone qui est une zone très proche de Yaoundé, une zone comme Obala et ces villages. Si on vous envoie par exemple au lycée de Mingama pour aller enseigner, c'est vers le village du ministre de Yéba ici, vous allez vous rendre compte que là-bas c'est tout un calvaire. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, forcément il faut renoncer à toute tentative de présence dans l'établissement. Forcément, on serait absent. Il faut également voir, est-ce que un fonctionnaire peut facilement quitter Yaoundé pour aller opérer de ce côté lorsqu'il sait que déjà le logement, ça n'existe pas, lorsqu'il sait que l'eau potable, ça n'existe pas, lorsqu'il sait que l'électricité, ça n'existe pas, la route est totalement impraticable. Est-ce que vous pensez réellement que le fonctionnaire sera motivé à être régulier dans cet établissement? Donc je pense qu'il faut d'abord tenir compte de ces conditions enclavées de nos agents publics. Et il faut également attaquer la condition enclavée de l'administration publique au Cameroun. Et cette condition est, ma foi, arrosée ou irriguée par ce qu'on a toujours qualifié de néopatrimonialisme. Le néopatrimonialisme est adossé en fait sur deux éléments. La privatisation de l'État, c'est-à-dire que les individus se décident de partager, de morceler les parties de l'État, les parties de l'administration. On se retrouve avec des petits seigneurs qui contrôlent des territoires administratifs et qui partagent en fonction d'un bon nombre d'affinités. Vous allez donc vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsqu'on nomme quelqu'un à la tête de la délégation à la sûreté nationale, forcément, il faut que les enfants du village, donc c'est sa part de territoire, c'est sa part de parcelle, il faut qu'il essaye de contenter les enfants du village. Et là, on n'est plus dans une logique de traitement des dossiers dans les lieux institutionnels connus, mais plutôt dans les zones privées. Par exemple, dans le cas de la DGSN, il y a des concours pour être recruté à la police. On voit des critères de sélection et des formations organisées à Bouya et dans d'autres centres afin de détecter les meilleurs. Mais comment cela se fait que certaines de ces autorités puissent passer entre les mailles du filet et pouvoir promouvoir les leurs? Cela n'exclut pas l'érection des sites annexes ou des sites parallèles de recrutement. Je vous prendrai par exemple des organisations du RDPC, les OJRDPC, qui sont en fait des sites de traitement de certains dossiers, c'est-à-dire l'élite arrive au village, il essaye de contenter quelques jeunes qui vouent une certaine allégeance au parti dominant. Immédiatement, il récupère les listes et il positionne les poulains du village. Donc c'est pourquoi je dis, au-delà de l'officiel, il y a l'officier qui veut qu'à un moment donné, l'administration soit partitionnée dans la logique du mapartisme du professeur Mono Njana, qui est des petites seigneuries qui s'érigent et qui s'accaparent quelques parcelles de l'administration publique. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsqu'on nomme par exemple un individu à la tête d'un département ministériel, il y a un personnel qui est revu à la taille des affinités ethniques. Donc vous allez voir par exemple, je vais prendre un cas simple, monsieur Issa Chiroma Bakari, lorsqu'il était au ministère de la Communication, vous avez vu comment il y avait assez de nattes dans la cour du ministère. Et vous voyez qu'il y a tout un rapprochement avec des affinités primaires. Donc il y a cela, donc l'État qui est privatisé, qui est récupéré par des acteurs privés, on l'enlève de son circuit institutionnel pour des circuits parallèles opaques où des individus peuvent donc utiliser des postes administratifs, des concours comme des dons, comme des biens privés à distribuer. Maintenant, à côté de cela, pour rester toujours dans la logique de la néopatrimonialisation de l'administration publique, il y a la prédation. Donc à côté de la privation, il y a la prédation.
La prédation signifie tout simplement que on essaye de manger l'État, de manger l'administration. On ne vient pas pour servir, mais pour consommer, pour bousiller l'administration, tirer des rentes privées. On n'est plus au service du public, mais au service des intérêts purement privés. Ça fait donc en sorte qu'à un moment donné, le matricule, la chasse au matricule devient l'intérêt central de ceux qui sont à la quête de l'emploi. Donc, ils ne sont plus dans une logique d'aller servir ou d'aller remplir un vide de l'administration, mais tout simplement avoir une certaine assise et pouvoir aussi puiser leur part. Vous voyez donc à un moment donné, ça crée donc une certaine démotivation, ça crée un certain laxisme, et là je me réfère au discours du président de la République du 31 décembre 2013, où il est revenu sur les défaillances criardes de notre administration, en revenant sur le laxisme, en revenant sur la corruption, en revenant sur la haute politisation et en parlant également des goulots d'étranglement. Malheureusement, entre 2013 et 2021, le président de la République n'a pas été offensif dans le traitement ou alors dans la résolution, le solutionnement de ce problème. Donc, de manière basique, je pense que voilà quelques éléments à prendre en compte dans la compréhension en fait de ces abstentionnismes notoires dans des administrations publiques camerounaises. Alors, 8 ans après Edmond Kandia, que le chef de l'État ait décrié l'état de l'administration publique, comment comprendre que ces problèmes persistent? Absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État, non tenus du Conseil supérieur de la fonction publique, encore moins des conseils de discipline régionaux. Et durant sa tournée, le ministre de la fonction publique lui-même a fait ce constat dans les régions septentrionales avec une absence non expliquée et prolongée de plusieurs agents et fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce qui fait problème, Edmond Kandia? Moi je voudrais vous dire une chose. D'abord de l'opération Antilope, au CJPS 1 et 2, au système informatique de gestion intégrée, n'est-ce pas, de gestion des personnels de l'État de la solde, il est clair que rien n'a marché du tout. Et la véritable raison, c'est deux choses. C'est un problème de mentalité des fonctionnaires camerounais. Deux, c'est un système d'impunité. Problème de mentalité parce que tout ce que aujourd'hui les responsables eux-mêmes dénoncent, y compris le chef de l'État en personne, ne date pas d'aujourd'hui. Cette mentalité ne date pas d'aujourd'hui. La mentalité du fonctionnaire camerounais, que tout le monde sait, en tout cas, même les compatriotes de l'extérieur et même les ressortissants des pays voisins, y compris les diplomates qui sont accrédités au Cameroun, constatent qu'il y a une certaine mentalité du fonctionnaire camerounais. Une mentalité de corrompu. C'est-à-dire, ce que Transparency International a réussi à travers son indice de perception à démontrer que le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde en 98 comme en 99. En réalité, malgré les efforts que nous faisons, que l'administration camerounaise fait jusqu'aujourd'hui, cette mentalité de corrompu demeure. Il n'y a pas, ce n'est pas facile qu'un usager puisse arriver dans les services administratifs et être reçu de manière rapide et systématique. Malgré tout ce qui a été dit, malgré tous les programmes qui ont été mis en place, il y a d'abord cette mentalité de corrompu. Il y a également, je le disais tantôt, un système d'impunité. J'allais dire, il est entretenu, si ce n'est organisé. Parce qu'on ne peut pas faire dénoncer une chose, et la chose perdue, on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Parce que tous les reproches qui sont faits aujourd'hui à certains fonctionnaires, pourquoi il y a tant d'indiscipline, pourquoi il y a tant d'absentéisme, mais à quoi ont donc servi toutes les opérations qu'on a mises en place d'Antilope jusqu'à CJPS 1 et 2? On nous a laissé croire, lorsque l'on lançait en 2014 CJPS 2, que non, avec cette nouvelle formule, on va non seulement identifier, comme on a pu le faire, c'est-à-dire les fonctionnaires qui venaient percevoir de l'argent, ou alors des gens qui percevaient de l'argent et qui ne travaillaient pas, certains n'étaient même pas à leur poste. Nous sommes même allés jusqu'à faire l'identification physique des personnels de l'État. Mais pourquoi, quelques mois après, ou à peine un an après, on se rend compte que les mêmes problèmes qu'on a décriés reviennent aussi vite. Il dit qu'avec une telle rapidité qu'on a l'impression que, en réalité,
il y a des complicités, il y a des mafias qui font en sorte qu'on ne peut pas en sortir facilement si on ne coupe pas l'hydre. C'est-à-dire, c'est dans l'État même, c'est au sein de l'État qu'il y a le bas qui blesse. Je voudrais également dire, M. Noufélé, avant de chuter, qu'il est important. Si le Conseil de la fonction publique n'a pas été mis, ce Conseil supérieur n'a pas pu être organisé jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul. Comme dans d'autres ministères, il y a des conseils supérieurs qui n'ont pas encore eu lieu. 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Mais comment veut-on que les choses marchent? Qui décide d'organiser ces conseils-là qui doivent avoir lieu et qui doivent pouvoir prendre des décisions, des orientations pour pouvoir monter la voie, sanctionner au besoin au sein de l'État? Mais c'est eux-mêmes, ceux-là qui dénoncent les fonctionnaires, les hauts commis de l'État, comme le menu Frétin, qui posent le plus de problèmes. Donc en réalité, c'est dire quoi, pour terminer? C'est que c'est au niveau de la haute hiérarchie de l'État que le problème doit être éradiqué et non à la base. Après vous, Edmond Kamgia, Guy Laurent, sur cette instruction du président de la République à travers son secrétaire général, il indique qu'il y a des fonctionnaires pour passer entre les mailles du filet qui viennent seulement quelques jours pour éviter d'être en absence irrégulière et ensuite, durant le mois, ils sont pratiquement absents. Sur 4 semaines, ils peuvent être présents 3 à 4 jours. Est-ce que cela suffit à justifier cette difficulté que rencontre le gouvernement à pouvoir maîtriser la présence effective de ces ressources humaines dans ces différents services? Je vais commencer par faire mien les développements qui m'ont précédé d'Aristide et de Edmond, parce que beaucoup de choses ont été dites et des choses que le Camerounais lambda lui-même observe pour ce qui concerne notre administration. Mais je voudrais aller un peu plus loin pour accompagner l'idée d'Aristide sur les causes profondes de cette absence, si vous voulez, des fonctionnaires à leur poste de service, ou bien à ces manquements au service public au Cameroun. La première des choses, c'est que nous n'avons pas encore été totalement décolonisés sur le plan des mentalités. Voyez-vous, quand les colons sont arrivés ici, ils ne venaient pas pour nous servir, ils venaient pour se servir. Et au moment des décolonisations, de la première phase de décolonisation, le colon est parti, c'est-à-dire la couleur blanche est partie, physiquement, mais elle est restée dans la mentalité. Ça veut dire que ceux qui ont remplacé, l'administration qui a remplacé celle coloniale, est venue elle aussi pour développer des rentes et se servir elle-même au détriment des populations. Donc, il nous faut faire un travail mental de décolonisation pour transformer le fonctionnaire camerounais, non pas en celui qui vient comme une puissance devant le citoyen, mais comme un serviteur. Et vous avez une expression chez les anglo-saxons où on parle de civil servant, c'est-à-dire que le fonctionnaire est là pour servir et non se servir. Maintenant, vous connaissez très bien la différence qu'il y a entre les deux notions des heures de travail et les heures au travail. J'ai envie qu'on me dise, si vous pensez que c'est l'absence physique du fonctionnaire qui pose problème. En réalité, le fonctionnaire est capable d'être dans son bureau et de ne pas travailler. Oui. Il est capable de développer des stratégies pour être là, vous l'avez signalé, pour marquer quelques heures qui empêchent qu'on ne puisse le mettre qu'on ne le mette en conseil de discipline. Il est bien au bureau, mais il ne travaille pas. Donc, nous devons aussi travailler cette question où le fonctionnaire se dise, je dois être à mon bureau, je suis là pour le citoyen, pour servir le citoyen, parce que à chaque acte que je pose, je mène le Cameroun vers le développement. En réalité, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas là pour développer ce pays. Ils sont là, comme Aristide l'a dit tout à l'heure, pour se servir, et cela déteint donc dans le comportement du fonctionnaire aujourd'hui. Mais allons plus loin. Et je crois que Edmond l'a signalé, le grand frère Edmond l'a signalé tout à l'heure. Est-ce qu'on a de l'exemplarité chez les hauts commis de l'État? Parce que quand on parle de développement durable, nous, les spécialistes du développement durable, nous parlons au niveau des administrations publiques du management durable. Et en termes de management durable, c'est le leader qui montre l'exemple. Est-ce que dans notre pays, vous avez l'impression que la haute
administration montre aux fonctionnaires, aux petits fonctionnaires, quel est l'exemple à suivre pour servir les citoyens. Dès que chacun est nommé, il l'organise autour de lui sa rente et il se dit, oh, maintenant c'est à moi de manger et de servir aussi ceux qui sont autour de moi. Donc, cette corruption généralisée des esprits que nous a légué aussi la colonisation, mais que nous devons aussi en tant que patriotes changer, ne s'est pas encore fait. Nous, au niveau du MRC, qu'est-ce que nous disons? Nous avons proposé un pacte républicain qui permette de faire des réformes institutionnelles qui obligent le fonctionnaire à mettre au devant des intérêts, les intérêts du citoyen. Mais les fonctionnaires aussi se plaignent du fait qu'ils n'ont pas les moyens d'accompagnement lorsqu'ils sont affectés dans les villes secondaires ou les zones reculées. Ils ont des problèmes de rappel qui tardent à être versés dans leur compte bancaire. Durant des années, ils devaient se déplacer toujours à Yaoundé pour essayer de suivre le traitement de leurs dossiers dans les administrations concernées. Est-ce que cela n'est pas une raison de l'absentéisme observé chez ces fonctionnaires? Une des raisons, mais je vous ai parlé de réformes institutionnelles qui vont, je voulais conditionner le fonctionnaire à être au service du citoyen. Je vous donne un ou deux exemples en termes de réformes. Par exemple, voyez-vous, dans notre pays, la séparation des pouvoirs, par exemple, n'est pas absolument respectée. Vous demandez quel est le lien. Mais si vous avez une séparation de pouvoir qui est respectée, un pays démocratique, dit démocratique, parce que nous, au MRC, on veut pousser ce pays vers la véritable démocratie. Si vous avez une séparation de pouvoir qui est respectée, vous aurez par exemple le pouvoir judiciaire qui va acquérir une véritable indépendance. Ça veut dire que le citoyen est, lui, à son niveau, capable de porter plainte au niveau des tribunaux administratifs s'il a l'impression qu'un de ses droits est lésé. Vous comprenez? Si on met en place la séparation de pouvoir, chaque administration pourra à ce moment-là avoir les coudées franches pour que le service public soit enfin respecté dans ce pays. Il faut aussi envisager des mesures incitatives. Vous l'avez relevé. Quand un fonctionnaire doit doit travailler à des milliers de kilomètres des grandes métropoles, où les conditions de route, les conditions de déplacement, et même en termes de rappel, parce que quand il va travailler très loin des grandes villes et qu'on ne peut pas lui donner les moyens de subsistance, parce que ça coûte cher de se déplacer, de se nourrir, de se loger, et qu'un fonctionnaire doit attendre 3 ans pour que ce rappel arrive. Donc vous trouvez qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui empêchent que le fonctionnaire puisse être au service du citoyen. La dernière chose dont nous voulons proposer aujourd'hui, c'est effectivement que les Camerounais eux-mêmes prennent en main leur destin et sachent que ceux qui sont devant eux comme fonctionnaires ne sont pas là pour les primer parce qu'ils sont champions de la primate, mais ils sont là pour les servir et qu'ils puissent eux-mêmes, à un moment donné, se réveiller et revendiquer leurs droits. Après vous, Guy Laurent, professeur Pascal Charlemagne, M. Nganyamding, ce problème de la fonction publique au Cameroun, gangréné par l'intérêt personnel, la corruption, le clientélisme, selon vous, quel est votre diagnostic sur la situation de la fonction publique au Cameroun? Bien, en termes de diagnostic, il y a 2 pesanteurs qu'il faut révéler et qui sont à l'origine de ce que je peux appeler la déstructuration de l'État et par conséquent même la déstructuration des politiques publiques menées par l'État. Première pesanteur, elle est essentiellement endogène. Endogène, nous avons au Cameroun, rappelons-le à ceux qui nous écoutent, 360 arrondissements. Nous avons 58 communes. Et vous allez vous rendre compte que 60 ans après, des dynamiques, ça c'est sur le plan endogène, parce que la pesanteur endogène de remobilisation et de création des infrastructures n'ont pas suivi au regard de l'augmentation de la population. Ça veut dire sur ce premier point que sur le plan endogène, le fonctionnaire camerounais il y a 30 ans, qui allait par exemple dans une ville ou un département comme Yabassi, le procureur était logé. Il y avait une politique infrastructurelle qui faisait que le fonctionnaire qui arrivait était accueilli. Le commandant de brigade était logé, les professeurs étaient logés, et puis quelque part, il y avait une prise en charge autour du préfet qui menait des opérations de suivi.
Alors, si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, je vous prends un cas tout banal. Un jour, je vais à Yabassi, j'arrive pratiquement au kilomètre 33, je vois le procureur, je peux le citer à l'époque, Olinga Lebref, perché sur un camion de brasserie. Un procureur de la République qui travaille dans un département où non seulement il n'a pas de véhicule, ce qui est très grave, vous imaginez un temps soit peu, un procureur qui a des affaires juridiques et qui du jour au lendemain n'a aucune infrastructure, même pas un véhicule de service. Moi je dis que c'est grave. Il y a 40 ans dans ce pays, moi je suis un réformateur biaïste, un progressiste, les procureurs avaient des véhicules, les préfets avaient des véhicules, les premiers adjoints, même les chefs des hôpitaux. Aujourd'hui ça a foutu le camp. Toujours sur le plan endogène. Je vous fais remarquer que lorsque vous affectez un fonctionnaire à Tcholéré, à Yabassi ou ailleurs, mais écoutez, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive là-bas? Écoutez, il n'a pas d'infrastructure. Et il n'est pas dans son milieu. Et puis, il y a un autre élément très grave que moi je voudrais ici évoquer, c'est que dans même les structures ministérielles, ces structures localement ne sont pas sécurisées. Et lorsque vous avez un peu la chance d'avoir vu ce qui se passe ailleurs, vous verrez qu'au quotidien, il y a une absence de contrôle réel, naturel. Parce que, allez par exemple, prenons un ministère au hasard, on prend le ministère des Finances, on pouvait parler du ministère de l'Agriculture, on peut même parler du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont des passoires. Où avez-vous vu, 60 ans après, des structures ministérielles qui accueillent le grand public, qui n'ont même pas de clôture? Comment vous faites pour dissuader le fonctionnaire qui doit arriver dans ce ministère? Vous comprenez donc que ce problème d'infrastructure grave qui pose un problème de sous-développement, en plus de la corruption, en plus de tout ce que nous avons connu aujourd'hui, où, je vous prends le cas de Yabassi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 10-12 ans, on voyait l'enfant du préfet à l'école, on voyait l'enfant du sous-préfet, on voyait l'enfant du maître d'école, et puis il y avait aussi une politique menée par l'État où, rappelez-vous à l'époque, lorsque vous étiez d'une région, vous ne pouviez pas aller travailler dans cette région. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que dans les écoles publiques et bien dans d'autres services, on retrouve les autochtones aller travailler dans leur village? Qu'est-ce que ça pose comme problème selon vous? Alors ça pose effectivement une inconscience, l'absentéisme. Et ça pose tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme problème où le fonctionnaire est démotivé. Et c'est pourquoi je vais chuter avec la cause endogène, exogène. Parce que j'ai parlé de deux pesanteurs. L'autre pesanteur aussi, le salaire du fonctionnaire. Aujourd'hui, le fonctionnaire camerounais est un véritable mendiant. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme le Mali, lorsque vous entrez à la fonction publique, même si vous êtes en catégorie C ou D, vous avez des conditions qui vous permettent de construire un logement. Et lorsque vous pensez que vous avez des enfants et qu'un jour vous allez aller à la retraite, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez. Qui peut nier qu'aujourd'hui au Cameroun, chaque fonctionnaire a une petite affaire pour avoir de l'argent? Ça veut dire que, même si, et en plus, sur les causes endogènes, exogènes, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Mais ça a pesé sur tous les fonctionnaires. Chacun se débrouille. Donc je pense que, sur ce point bien précis, nous devons remobiliser un certain esprit où, et là, il faut... Est-ce que ça justifie, professeur Messanga Nyamding, le clientélisme et la corruption observée au sein de la fonction publique, des usagers qui peinent à obtenir des services publics censés être gratuits, quel que soit le niveau de l'administration, et il lui faut toujours des bacs-chiches, des rétrocommissions afin de faire avancer un dossier. Cédric Loufélé, vraiment, les milliers de Camerounais nous regardent. Je vous assure que personne ne croit en cette fonction publique, en cet État. Aujourd'hui, c'est le sauve qui peut. D'ailleurs, rappelez-vous du vieil adage, chacun s'assoit, Dieu nous pousse. Il faut restructurer l'État avec une bonne conscience. Parce que, dernier point par rapport à votre question, mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de la démotivation? Mais le clientélisme. C'est sur votre plateau que j'ai dit, observez notre administration. Il n'y a pas un espoir réel de promotion. Que voulez-vous pourquoi voudriez-vous qu'un fonctionnaire soit motivé lorsqu'on sait tous au Cameroun que pour être proviseur, on paye? On paye pour être proviseur. Là encore, on va m'amener au 7, je ne sais pas. Mais je voudrais quand même vous dire que je suis un analyste et un universitaire. Et un homme politique qui vous dit que tant qu'on va entretenir ces politiques, regardez actuellement, vous êtes chez vous, M. Cédric Loufélé, vous apprenez qu'on recrute à la fonction publique.
on recrute à la SNH. Vous pouvez me dire comment on recrute à la SNH? Vous pouvez me dire comment on recrute dans certaines sociétés publiques et parapubliques? Vous pouvez me dire comment on recrute au port? Au vu et au su de tout le monde. Vous voyez un monsieur qui vient vous dire, écoute, donne-moi 3 millions, je fais recruter ton fils. Vous donnez 3 millions et son fils est recruté. Mais les différentes administrations concernées ont dit que ces réseaux n'ont rien à voir avec le processus de recrutement au sein de la structure. Et que les Camerounais doivent attendre les annonces officielles sur les plateformes dédiées ou les journaux à capitaux publics. Mais il faut raconter ça aux naïfs. Ce pays est très corrompu. L'un des problèmes que nous avons ici pour ce renouveau et ce régime que je soutiens, c'est la lutte contre la corruption. Vous croyez à ça? Comment pouvez-vous comprendre que partout où un Camerounais doit être promu, écoutez, je vous prends un exemple tout banal. Faites un diagnostic, tous les corps sociaux. Les fonctionnaires sont démotivés. Je vous assure, parfois, on paye pour être promu. Si vous n'avez personne, 3 conditions amènent aujourd'hui certains fonctionnaires à être promus. 1, c'est un parent à vous. Et puis, il vous dit, bon, écoute, vous allez être promu. 2, vous donnez de l'argent. Et puis, troisièmement, vous êtes dans un réseau. Moi, je voudrais que, si nous voulons que ce pays avance, tel que l'a programmé et l'a voulu, et dès sa prise au pouvoir, le président Paul Biya, il faut qu'on ait le courage de dire que, tant que nous n'aurons pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut, et je l'ai dit ici, je ne vais pas le redire, prenez la plupart des services. C'est les gens les moins gradés qui commandent les plus gradés. Vous allez me dire que c'est un phénomène de hasard? Observez bien notre système. On vous dit il faut tel nombre d'années pour occuper par exemple un poste de censeur ou de proviseur. Vous allez voir quelqu'un qui a 5 ans et qui est proviseur, ou 10 ans, ou 15 ans. Non, écoutez, monsieur Noufele, le problème de l'absentéisme des fonctionnaires est plus profond que ça. Et là, je voudrais rejoindre ceux qui m'ont précédé ici, en haut débat, pour dire que le mal est plus profond que ça. Il faut restructurer l'État et remobiliser les consciences. Après vous, professeur Aristide Monod, déstructuration de l'administration publique, comment cela impacte-t-il sur la gestion des affaires publiques au Cameroun? Déjà, il est important de repréciser le lien qui existe entre les tares qui ont été relevés et l'absentéisme. Je prendrai d'abord le cas du clientélisme, de la corruption ou alors du déplacement des lieux de recrutement. Il faut dire que cela impacte, en tout cas une incidence sur la présence effective, dans la mesure où les fonctionnaires ne sont pas redevables vis-à-vis de l'État, mais plutôt vis-à-vis des réseaux ou alors des proches qui les ont recrutés. Et à chaque fois que la hiérarchie va prendre des mesures fortes pour ramener l'élément à l'ordre, l'élément sera obligé de se référer à son parent qui a des bras longs. Généralement, des parents ont des bras longs. Donc, il y a un problème d'accountability, c'est-à-dire que rendre compte, non pas rendre compte à l'État ou à la hiérarchie, mais plutôt aux gens qui les ont recrutés. Et également, la question de l'emploi par défaut. C'est-à-dire que des gens n'arrivent pas dans des administrations, des postes, par conviction, par une certaine passion de l'affaire, mais c'est tout simplement pour chercher un matricule et avoir de quoi réchauffer la casserole à la maison. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez passionnés de ce qu'ils font. Ils se retrouvent donc dans des emplois par défaut et à chaque fois, ils sont à la recherche du vrai emploi. Vous voyez donc que lorsqu'on parle des itinéraires de recrutement comme facteur explicatif majeur de ces absentéismes, c'est du fait qu'à un moment donné, il y a des motivations et il y a donc cette question de la accountability. Maintenant, comment est-ce que cela impacte le rendement de l'administration? Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque vous partez au niveau du tribunal de Yaoundé, vous allez voir compte que pour légaliser, pour certifier, par exemple, pour légaliser un certificat de nationalité, on appelle ça comment, l'extrait du casier judiciaire, oui. Vous passez forcément par des apacheurs. Les apacheurs, dans le langage un peu soutenu, ce sont ces individus qui servent de couloir de transmission. Est-ce que dans le paramétrage de la fonction publique, il existe une catégorie qu'on appelle apacheur?
Or, ces éléments sont introduits par des fonctionnaires qui ne peuvent pas, peut-être pour des besoins de honte, d'éthique et de pudeur, ne peuvent pas racketter directement l'usager. Voilà. Ils envoient donc ces racketteurs. Et ces racketteurs ont des entrées assez faciles dans ces administrations. Allez au niveau du ministère de la Justice, au niveau du ministère de la Fonction publique, vous allez voir ces jeunes gens qui travaillent, qui vous approchent, qui vous abordent et qui obtiennent facilement le service qu'un professeur d'université ne peut pas facilement obtenir. Donc ce sont des réseaux qui se créent et ces réseaux sont stimulés soit par le fait qu'à un moment donné, les uns et les autres n'arrivent pas à bien arrondir la fin du mois, soit par le fait que des gens se sont endettés pour décrocher un emploi. Parce que lorsque quelqu'un a déboursé par exemple 4 millions de francs CFA pour décrocher un poste de cadre contractuel et qu'il arrive à gagner 100 900 francs CFA, imaginez ce qu'il faudra, le nombre d'années de cotisation pour rembourser les 4 millions obtenus auprès d'une tontine. Donc cela crée donc en fait une certaine déstructuration du rendement même de l'administration, c'est-à-dire la déstructuration des itinéraires de recrutement et la déstructuration même de la fonction publique entraîne la déstructuration de la rentabilité de l'État. Donc ce sont des choses assez faciles. Et comment sortir de la situation? Je pense que lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on évoque des gros termes dans le management d'un État, il faut que les uns et les autres comprennent que ces termes vont au-delà de ce qu'on peut bien penser, vont au-delà de la simple légèreté. Lorsqu'on parle de la décentralisation, la décentralisation permet de créer des administrations locales facilement contrôlables par les hiérarchies locales, parce qu'aujourd'hui, le jacobinisme ne permet pas en fait qu'il y ait une certaine fluidité dans le contrôle de l'État. C'est-à-dire la hiérarchie de Yaoundé ne peut pas facilement contrôler ce qui se passe à Kolofata. La hiérarchie de Yaoundé ne peut pas contrôler ce qui se passe à Koupare, Koupara, à Kwaptamo. Donc il faut forcément essayer d'autonomiser les collectivités territoriales décentralisées pour que le contrôle soit proche en fait de ce qu'on veut contrôler. Or, si on veut rester dans des logiques de l'hyper-État, de l'hyper-jacobinisme, on aura toujours ces goulots d'étranglement qui ne permettent pas la fluidité du contrôle des fonctionnaires. Donc, il faut à tout prix mettre en œuvre la décentralisation, autonomiser les administrations locales et décongestionner ce qui étouffe aujourd'hui la fluidité du contrôle ou de la police des fonctionnaires. Après vous, Aristide Mono, le ministre de la Fonction publique, Edmond Kamgia, a annoncé la dématérialisation de certains services et la déconcentration. Désormais, certains fonctionnaires peuvent avoir des éléments concernant leur dossier dans les délégations régionales de la fonction publique. Ils n'auront plus besoin d'aller à Yaoundé, a-t-il déclaré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pour autant, le problème se pose toujours, notamment dans les milieux des affaires, où des opérateurs et acteurs économiques ont du mal à suivre un dossier qui doit être traité dans la haute administration afin de faciliter l'obtention d'un certain nombre de documents nécessaires pour le développement de leurs activités économiques et commerciales. Comment expliquer que cela perdure malgré les enjeux économiques importants? Il faut dire que le ministre de la Fonction publique est peut-être animé de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas et ne suffisent plus. Parce que ses prédécesseurs, eux aussi, avaient de bonnes intentions, certains parmi eux. En fait, à la corruption et au clientélisme que nous avons identifié tout à l'heure, il faudrait y ajouter l'affairisme, le népotisme et le tribalisme. Voilà d'autres mots très importants auxquels la fonction publique et l'administration de manière générale, pour lesquels l'administration est plombée. Je dis bien l'affairisme, le népotisme et le tribalisme. Nous avons une administration tribale. Allez dans la plupart des ministères, vous verrez que la plupart des proches collaborateurs du ministre, et même jusqu'au planton, en réalité, ils sont non seulement très proches du ministre, mais parlent la langue du ministre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on nomme un nouveau ministre, les proches collaborateurs et jusqu'au planton, et tout à l'heure on parlait des tacleurs, des abacheurs, moi je précise encore les tacleurs, qui vont vers les usagers et sollicitent
et leur demande que ben, vous voulez rencontrer qui? Qu'est-ce que vous voulez? Mais il suffit de me voir. Remplissez le dossier, voici la fiche. Il vous facilite. C'est-à-dire que ces abacheurs et que j'appelle tacleurs, parce que le tacleur, en fait, ce sont ceux qui sont au marché central. Mais en réalité, c'est le mot approprié pour dire ce que ces gens-là font. Ils vont vers les usagers au nom des personnalités auxquelles ils vous ouvrent des portes et qui signent vos papiers, qui font avancer vos papiers. Alors que si vous suiviez la procédure ordinaire, normale, vous n'auriez jamais pu avancer d'un iota. C'est pour dire quoi? Vous parliez tout à l'heure des hommes d'affaires qui ont encore des difficultés malgré les bonnes intentions de mise de la fonction publique. Je parlais de l'affairisme tout à l'heure. C'est parce qu'il y a encore des goulots d'étranglement, parmi lesquels l'affairisme, qui fait en sorte que si vous ne jouez pas le jeu, c'est ça, encore, avec ou sans les guillemets, si vous ne jouez pas le jeu de ces gens-là, vos affaires ne seront pas débloquées. Vous n'avancerez pas. Il y a surtout beaucoup de personnes au sein de la diaspora camerounaise que je connais qui voulaient, n'est-ce pas, créer des entreprises au Cameroun. On leur a fait croire qu'en 24 heures, en 72 heures ou 48 heures ou 24 heures, ils créaient des entreprises. Mais beaucoup ont déchanté à peine arrivés ici. Parce que la procédure était très compliquée. Mais en fait, partout où ils passaient, pour leur faciliter le travail, on disait, mais la personne qui rencontrait en face disait, mais qu'est-ce que moi je gagne dans ton affaire? Qu'est-ce que tu me donnes? Quelle est ma part dans ça? Pour parler comme au quartier. Et beaucoup ont abandonné, sont retournés à la diaspora. Quand le chef de l'État demande à nos frères et sœurs de la diaspora, comme il a fait dans son dernier discours, de revenir au Cameroun après avoir, n'est-ce pas, débloqué, décroché le savoir et le savoir-faire, là-bas où ils se trouvent, de venir bâtir le Cameroun. Mais comment vont-ils bâtir le Cameroun dans un pays corrompu, dans un pays où règne le népotisme, l'affairisme, le tribalisme, le clientélisme, et des mots que le chef de l'État lui-même dénonce dans tous ses discours, mais qui sont profondément ancrés dans l'administration camerounaise. Voilà, M. Noufélé. Pourquoi est-ce que ces mots-là résistent encore? Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à identifier et à punir les responsables qui organisent ces mots. Mais pourtant, ils sont très connus. Ils sont bien connus. Mais le chef de l'État, justement, dans cette correspondance, parle d'une réactivation des conseils de discipline régionaux. Est-ce que cela va résoudre le problème avec l'organisation du Conseil supérieur de la fonction publique? Vous savez, au début de mon propos, j'ai dit qu'il y a un problème de mentalité. Tant que cette mentalité-là, du fonctionnaire corrompu, de celui qui ne sert pas gratuitement, qui ne rend pas service gratuitement, comme le veut la formulation civil servant, le problème va demeurer. Le problème va demeurer. Que l'on décentralise ou pas, que l'on déconcentre ou pas, ce sont les Camerounais qui ont vécu avec un certain logiciel, le logiciel de la bouffe. Ils ne changeront pas aussitôt tant qu'ils ne seront pas mis en difficulté, tant qu'ils ne seront pas sanctionnés. Le chef de l'État disait à un moment donné, ils doivent rendre gorge. Oui, après un certain moment, on a vu, n'est-ce pas, des hautes personnalités se retrouver du côté de Kondengui et autres. Mais en même temps, on s'est rendu compte que ce ne sont pas tous ceux qui devaient rendre gorge qui vont devoir rendre gorge. La procédure était un peu à tête chercheuse. Et puis on s'est également rendu compte que l'essentiel n'était pas de dire qu'il faut rendre gorge. Il faut qu'on puisse récupérer l'argent qui a été volé, détourné. S'il fallait faire le bilan également, aujourd'hui, de l'opération du tribunal criminel spécial qui a été mise en place et qui fait malheureusement, je dis bien malheureusement, du Cameroun un pays qui ne respecte pas sa constitution. Parce que la constitution, au niveau de son préambule, qui fait partie intégrante de la constitution, consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il y a certains Camerounais qui, pour avoir volé le menu fretin, iront en prison. Ils n'auront pas la possibilité de sortir après avoir été jugés et condamnés. Mais d'autres, il suffit d'avoir volé 50 millions, il suffit de faire une requête auprès du ministre, n'est-ce pas, de la Justice. Il peut juger favorable et estimer qu'on peut vous libérer après avoir volé 50 millions, 100 millions, 1 milliard et plus. Ce n'est pas juste dans un état de droit. Vous parlez de logiciel tout à l'heure, Edmond Kangia. Guy Laurent, il y a le ministre de la fonction publique qui annonce un nouveau CJPS après la formule 1 et 2 et précédemment Antilope, qui devrait en principe permettre de maîtriser les ressources humaines de l'État et éviter le paiement des salaires
hauts fonctionnaires fictifs. Voilà aussi un autre problème qui se pose au Cameroun. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics, depuis de nombreuses années, adressent ce problème avec une volonté de l'éradiquer? Je dois dire que il faudrait qu'on se pose la bonne question. Est-ce que ce pouvoir qui nous dirige a la capacité de régler ce problème? Est-ce qu'il veut régler? Est-ce que le régime actuel veut régler ce problème? Est-ce qu'il peut régler ce problème? Parce que la corruption, voyez-vous, est consubstantielle. Vous voyez, ça nourrit le système, le régime RDPC. Et aussi aujourd'hui, des milliers de Camerounais dans la diaspora ou au Cameroun, des milliers de jeunes qui ont la volonté que ce pays change, suivent le discours du MRC, c'est parce qu'ils ont l'impression que ce pays, aux effets d'annonce, parce que si j'y pèse 1, 2, antilope, c'est des effets d'annonce, pour vous faire croire qu'on va bouger, pour vous faire croire qu'on va faire des choses. Mais en réalité, ce système qui se nourrit de la corruption n'a pas besoin que les choses changent. Il faut un électrochoc. Vous voyez, la fonction publique, c'est l'épine dorsale, vous voyez, de la gestion d'un pays. Et si la fonction publique ne marche pas, aucune grande réforme ne peut marcher. Les fonctionnaires vont toujours s'arranger à tout bloquer. Donc moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont plus envie d'écouter ces discours où on leur annonce des choses qui seront faites, alors même qu'on sait que ce régime ne veut pas que les choses changent. La corruption, le clientélisme, tous ces mots que nous avons cités nourrissent en réalité le RDPC. Et nous, la génération, les jeunes d'aujourd'hui, les Camerounais de par le monde entier, on souhaite que les choses changent véritablement. C'est pour ça que nous insistons sur les réformes importantes que propose le pacte républicain du MRC et que nous disons que si ces réformes sont mises en place, les choses vont fondamentalement d'elles-mêmes changer. Tout à l'heure, on vous a parlé du fédéralisme. Vous avez aujourd'hui au Cameroun des milliers de jeunes qui croupissent dans nos prisons parce qu'ils ont revendiqué quelques réformes. J'ai envie de comprendre. J'ai envie qu'on nous dise qu'est-ce que le professeur Foguet fait en prison? Qu'est-ce que Bibou Nissak fait en prison? Qu'est-ce que M. Zamboué fait en prison? Qu'est-ce que M. Béas fait en prison? Que font les centaines de jeunes qui ont simplement voulu donner leur opinion sur le Cameroun de demain dont ils rêvent? Deux demandes simples. D'abord, la réforme consensuelle du système électoral. Vous croyez que ça n'a pas un impact sur la fonction publique? Quand quelqu'un pour être nommé doit payer 4-5 millions, il se dit après, je récupère mon argent comment? Quand quelqu'un pour être élu doit distribuer de l'argent, ça veut dire qu'on arrive à ne plus avoir des représentants qui soient légitimes. Et quand on n'a pas de représentants qui sont légitimes, qui vont à leur tour créer autour d'une rente pour recruter dans la fonction publique, quel résultat on attend au fond? Donc on voit que c'est un problème systémique. Et ceux des Camerounais qui ont la volonté que ces choses changent sont emprisonnés par ce régime. Donc ce régime ne veut fondamentalement pas que les choses changent. Sinon, ils écouteraient la voix de ces jeunes qui demandent des réformes profondes, des réformes institutionnelles profondes, que ces choses changent. On devrait commencer, non pas par les emprisonner, non, mais par leur donner des médailles de ceux qui, au fond d'eux-mêmes, veulent que les choses changent et agissent pour que les choses changent. Le régime en place ne veut pas que les choses changent. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Après vous, Guy Laurent, professeur Pascal Moussanga-Niamding, pourquoi le régime ne veut pas que les choses changent à travers les actes posés dans la gestion des affaires publiques au Cameroun? Mais c'est pas vrai. Le régime veut que les choses changent. Et il faut faire attention parce que si on s'enferme dans les clans, style c'est le régime RDPC, moi je suis du RDPC, je suis membre du comité central désigné par le président de la République. Vous voyez bien que je tiens un discours qui dépasse les chapelles politiques. Vous voyez, ce qui est un peu gênant lorsque nous faisons des débats sérieux, c'est que certains fustigent, les uns fustigent les choses. Quand ce n'est pas le RDPC, ils fustigent les ethnies. Quand ce ne sont pas les ethnies, ils fustigent, non, ils fustigent les générations, vieux, jeunes. C'est pas comme ça que vous pouvez faire la politique. Là, je voudrais un peu répondre à notre frère du MRC. Vous savez, le Cameroun se modernise. Nous sommes dans une mondialisation attractive. Hein, ce qui signifie qu'à un moment donné, nous devons dépasser nos passions, nos chapelles, nos ethnies pour regarder le Cameroun. Et sur ce point bien précis,
si les diagnostics ici évoqués, bien entendu quelques points par lui sont vrais, je voudrais quand même dire que nous avons des problèmes parce que les fonctionnaires sont démotivés. Tenez, moi j'aimerais à l'occasion de cette émission rencontrer le ministre de la fonction publique, qui est un camarade politique. Quand vous avez des personnes sorties de certaines écoles, ENAM, IRIC, où j'officie, qui dès leur sortie se retrouvent à l'étranger et le décret présidentiel sort, un fonctionnaire sorti de ces deux grandes écoles, j'ai des noms, je ne voudrais pas les livrer ici, et il est nommé par décret présidentiel chef de service alors qu'il n'a jamais pris service. Écoutez, je vous prends un cas très banal, surtout que le ministre des Relations extérieures, Bélan Bella, c'est un camarade politique que j'ai longtemps fréquenté. Et il a des chefs de service qui n'ont jamais pris service. Que voulez-vous? Que le jeune secrétaire des affaires étrangères, qui est en complément d'effectif, pense quand on lui dit d'aller se retrouver dans un bureau. C'est ça des problèmes au-delà des partis politiques. Et puis, nous avons un autre problème qu'il faut ici évoquer. Je parle ici de la motivation des fonctionnaires. Comment les gens sont promus? Il y a ce décalage. J'ai encore en mémoire le ministre André Tsungui, qui à l'époque nous disait que pour être préfet, il fallait avoir été peut-être sous-préfet 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois. Et pour être premier adjoint préfectoral, il aurait fallu d'abord apprendre à faire la rédaction administrative et être dans un bureau de préfecture. Aujourd'hui, allez voir comment on devient préfet. Allez voir comment on devient sous-préfet. Allez voir comment on devient adjoint préfectoral. Moi, je crois que ce sont ces combinaisons qui voudraient que, effectivement... Et qui est responsable de cette situation? C'est nous qui gouvernons. Il y a des gouvernants qui signent ces décrets pour la nomination de ces personnalités-là qui pourtant ne sont pas au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas un travail préalable qui devait être fait pour s'assurer de la présence effective de ces bénéficiaires des différents décrets ministériels ou présidentiels? Bien, monsieur Noufélé, il y a une double responsabilité. D'abord, celle des gouvernants, c'est-à-dire nous qui avons la majorité. Je peux vous dire que, et ça, sur ce point bien précis, j'ai toujours dénoncé la dépolitisation de l'administration. Parce que vous savez, lorsque vous signez un engagement, moi je vous prends le cas, nous allons battre campagne avec des valeurs, disons, prônées par le président et par notre parti, rigueur, moralisation, justice sociale. Une fois sortis de campagne, les fonctionnaires reprennent les choses en main. Ça veut dire que vous verrez dans toutes les administrations du monde. Je vous donne quelques chiffres. Monsieur Donald Trump part de la présidence de la République. Il part avec près de 10 000 fonctionnaires, collaborateurs et contractuels. Je vais aller plus loin. Lorsque monsieur Obama part et il remplace Bill Clinton, ils sont pourtant des mêmes partis. Je vous assure, c'est 13 000 collaborateurs de Bill Clinton qui s'en vont parce que Obama vient avec son équipe. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Les gars qui sont promus ne savent rien de l'idéologie du parti. Et un dernier point. Les fonctionnaires sont dans un état de comportement, enfin pour dire que il faut tout accaparer parce qu'on ne sait pas comment demain sera. Alors, quand il y a une telle démotivation, qu'est-ce qui arrive? Regardez. Quand j'étais jeune, rappelez-vous, il y a 20-30 ans, les quartiers comme Bonanjo étaient les quartiers des fonctionnaires. Bonapliso, à Douala. Quand vous allez voir les villes comme Yaoundé, vous voyez que un quartier comme l'Hippodrome, c'était un quartier administratif. Un quartier comme le Lac était un quartier administratif. Les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires et certains ministres ont tout acheté. Je vous dis tout. Tout. Quand vous allez voir un quartier comme le Lac, mais vous êtes étonné de savoir comment on peut fragiliser le patrimoine de l'État. Alors cela veut dire tout simplement que, à un moment donné, il faut redonner la confiance à ces fonctionnaires. Vous voyez que quand tous ces quartiers sont achetés, les terrains de l'État sont achetés, les maisons de l'État sont achetées. Alors vous voulez qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui beaucoup de ministres, écoutez, qui arrivent et sans logement. Je vous prends un dernier point et je suis là-dessus.
À l'époque, pour des raisons de conscience nationale et de cohésion nationale, écoutez, on savait où le ministre était logé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette politique qui consiste à amener chaque membre du gouvernement dans sa maison, ou chaque fonctionnaire dans sa maison. Je me rappelle quand il y avait des affectations, il y avait des inventaires qui s'opéraient. Et par-dessus ces faits, il y avait une conscience nationale. Aujourd'hui, vous êtes ministre, vous habitez chez vous. Moi, je me rappelle, on pouvait vous dire, c'est ici qu'habite le ministre de la Justice, voilà le domicile du MINAT, voilà le domicile de tel. Donc, je pense qu'il faut restructurer l'État avec des hommes volontaristes. Et non avec des personnes qui, sans un parcours visible, subitement se retrouvent à manager des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience. Alors, quand il y a un décalage de vision entre ceux qui ont une certaine idée de l'État, ceux qui ont fait la pyramide, et des gens parachutés, mais pourquoi voulez-vous que ça marche? Est-ce que vous pensez que le nouveau CJPES annoncé par le ministre de la fonction publique peut permettre de résoudre ce problème de fonctionnaires fictifs et agents de l'État fantômes au Cameroun? Tout le monde sait ce qu'il faut faire, hein, au-delà des CJPES. D'ailleurs, pourquoi on est passé de CJPES 1 à CJPES 2? Et bien, je vous assure, il y a eu beaucoup de jonglage et de corruption. Et je voudrais aussi techniquement vous faire remarquer quelque chose. Constatez que chaque ministre de la fonction publique vient avec son logiciel et son programme. Vous croyez que c'est un simple fait de hasard? Moi, je crois que de manière globale. Et je rappelle que cette recommandation du chef de l'État, c'est-à-dire cette instruction portée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, mais le président s'adresse à qui? Au Premier ministre. Au Premier ministre. C'est-à-dire, ici, le président est en train de constater que, mais écoutez, faites bouger l'État. Souvenez-vous, monsieur Inouni Ephraim. Puis après, monsieur Yann Philemon. Et je me rappelle aussi de Peter Mafani. Eh bien, il faisait quelques tours dans les ministères. Mais quelle est cette administration où les chefs ne savent même pas comment fonctionne leur ministère? Comment fonctionnent les départements, les régions? Je crois qu'il faut recréer une dynamique où les gens sont motivés. Tant qu'on ne fait pas ça, au-delà des partis politiques, eh bien, je voudrais aussi croire que nous sommes tous responsables. Parce que si un parti comme le MRC partait aux élections avec des députés, avec des conseillers municipaux, avec des sénateurs, il servirait de contre-pouvoir. Mais monsieur, qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. C'est pourquoi je dis que nous avons une responsabilité, mais vous aussi vous l'avez, parce que malheureusement, vous n'êtes représenté nulle part au sein des structures de contre-pouvoir. Vous pouvez ne pas être d'accord, je le sais. Vous pouvez pas être d'accord. Mais vous n'avez pas de députés. Et parlons justement de... Vous faites du bavardage. Parlons justement de ce pouvoir législatif où vous n'y êtes pas, Guy Laurent Coam, puisque le professeur Messanga Nyamdi nous a donné l'opportunité de dérouler le fil conducteur de l'émission. Est-ce que votre absence au sein du pouvoir législatif est une faiblesse dans la capacité de contrôler l'action gouvernementale? Vous êtes hors jeu. Je voudrais profiter de cette question pour répondre au professeur, pour lui dire que vous voyez bien qu'il n'a pas répondu à votre question. Ah, c'est il a fini par ne pas avoir... Bon, vous répondez à la question du journaliste. Non, je veux qu'il réponde à la question. Qu'il développe autant que vous l'avez fait. Vous avez raison. Qui donne son point de vue. Guy Laurent, allez-y. Vous voyez bien que l'exemplarité aussi devrait commencer sur ce plateau. Et nous sommes exemplaires quand on écoute. Et on souhaite aussi qu'on soit écouté. Ce que je voudrais dire, c'est que finalement, le professeur ne nous a pas donné de réponse quant à savoir qui est responsable de cette question des fonctionnaires absents. Il n'y a pas eu de réponse. Pour lui, on est tout à fait d'accord sur les constats, mais on n'est pas d'accord sur qui est responsable pour lui. Et on sait pourtant ceux qui gouvernent ce pays aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays et tout le temps dit qu'on n'est pas responsable, c'est le peuple qui est responsable? Écoutez, si vous ne pouvez pas être responsable, redonnez le pouvoir au peuple. C'est ce que nous demandons quand nous demandons la refonte du système électoral. C'est-à-dire qu'il y ait des élus légitimes à qui on puisse poser des questions quand les choses ne vont pas. C'est ce que nous vous disons. Et maintenant, quant à savoir si notre absence est un frein à la participation, au contrôle de l'action gouvernementale, j'ai envie de vous poser une question. Notre présence aurait aidé à quoi? Contre-pouvoir. Notre présence aurait été contre-pouvoir. En 92, l'UNDP, si je prends cet exemple, avait environ 62 députés. 68. 68, merci pour la précision. Ont-ils fait changer une seule virgule sur une loi à l'Assemblée nationale? Oui. Non, nous sommes dans un système où, véritablement, le RDPC confisque le jeu politique. Le RDPC nous amène sur un terrain de jeu qui n'est pas sain et où le MRC
comme les autres partis politiques d'opposition l'ont fait. D'ailleurs, le président Maurice Kamto a encore lancé un appel, l'appel du 1er mars, à ce que tous les partis politiques puissent se retrouver pour voir dans quelles conditions travailler à ce qu'il y ait un système électoral qui puisse permettre des conditions de compétition saines sur le plan électoral. Donc, tant que nous n'avons pas ces conditions où le RDPC confisque le jeu politique, comment est-ce qu'on peut contribuer à ce que les choses avancent? Dans un pays, je le dis toujours, un pays c'est un projet. Et un projet, professeur, c'est des parties prenantes. Je suis d'accord sur ce point. Comment est-ce que vous croyez qu'à vous seul vous avez la connaissance infuse, qu'à vous seul vous avez la vérité qui irradie? Allez aux élections? Non, on ira aux élections quand vous aurez accepté que les conditions de jeu soient équitables pour tous. Et vous savez que vous êtes en permanence dans la tricherie et la corruption. Non, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Vous avez d'ailleurs certains parmi vous qui ont avoué avoir volé des urnes dans ce pays. C'est écrit. Et vous savez de qui je parle. Alors, après vous, Guy Laurent, Edmond Kamgia, sur ce pouvoir législatif, nous sommes en pleine session parlementaire, celle de mars 2021, la toute première de l'année 2021. Le Cameroun traverse des crises. Ce pouvoir législatif, ces parlementaires sont-ils capables de jouer un rôle dans la résolution des crises qui secouent le Cameroun? Si j'étais, j'allais dire, quelqu'un de pas très honnête, je dirais que le Parlement a essayé de faire des choses pour faire avancer, n'est-ce pas, pour faire avancer les programmes qui visent à solutionner la crise anglophone. Mais en réalité, tout le monde sait quelle est la vérité par rapport à la crise anglophone. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait par le Parlement camerounais. Quand je parle du Parlement, je parle de l'Assemblée nationale, je parle également du Sénat, puisque nous sommes devenus, avec la Constitution du 18 janvier 1996, un Parlement bicaméral. De 2016 à ce jour, à mars 2021, jamais le Parlement camerounais, n'a introduit dans l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone. Ça fait 5 ans déjà que dure la crise anglophone. Et à aucun moment, à aucune session, depuis 5 ans, n'a été inscrit à l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone. C'est vraiment surprenant, étonnant. Des parlements de pays amis ont réussi à inscrire la crise anglophone dans leur ordre du jour. Des pays amis comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la France. Et le Parlement européen même s'est saisi de la question de la crise anglophone et de la crise politique au Cameroun. Mais à aucun moment, le débat n'a été débattu, ni inscrit, ni débattu au Parlement camerounais. Vous me demandez aujourd'hui, est-ce que le pouvoir législatif est capable de faire quelque chose pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le nord et sud-ouest? Je suis pessimiste. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Il faudrait d'abord que l'ordre du jour prévoie le débat sur la crise. Je doute fort que ce soit cette fois-ci qu'on débattra. En tout cas, si c'est le cas, je serai satisfait. Mais pas totalement. Parce qu'une chose est de mettre dans l'ordre du jour et de débattre, l'autre est de trouver les meilleures résolutions possibles pour pouvoir avancer dans le sens de débattre de manière inclusive. De débat de manière inclusive. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale qui aura le débat inclusif. Absolument. Parce que ce sera un débat politique, éminemment politique, qui intègre d'autres acteurs qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Absolument. Au fond, pour vous dire que ce Parlement, en l'état où il existe, qu'il y ait débat ou pas, il va rester insuffisant pour résoudre la crise anglophone. Parce qu'il faut faire intervenir des leaders politiques, y compris des leaders de groupes armés, y compris les donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans les pays occidentaux et qui peuvent être associés dans les médiations, dans les discussions, aux négociations, pour que nous puissions sortir de cette crise. Après vous, Edmond Kamgia, Aristide Monod, au-delà de la crise anglophone, est-ce que le Parlement camerounais adresse les préoccupations des populations au point d'emmener le pouvoir exécutif à reculer sur des sujets ou des lois ou des actions qui pouvaient être problématiques
pour les populations? Avez-vous le sentiment que ces députés et sénateurs travaillent pour l'intérêt général à travers leurs actions? Cédric, il faut déjà chercher à savoir est-ce que le Parlement camerounais joue le rôle de contre-pouvoir. Parce que lorsqu'on parle de l'état de droit, de l'état moderne, c'est généralement la neutralisation réciproque des différents pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Est-ce qu'au Cameroun, on sent un certain tiraillement entre les trois pouvoirs qui crée l'homéostasie, la stabilité de l'état de droit? Au Cameroun, il faut dire que nous sommes plutôt dans une logique de ce que j'appelle généralement le présidentialisme monarchique. C'est-à-dire que, au-delà du fait que l'institution présidentielle, la présidence de la République, est hyper forte, on a qu'il y a un homme à la tête de cette institution qui semble un peu plus fort que l'institution. C'est pourquoi je parle généralement du présidentialisme monarchique en lieu et place de l'hyper-présidentialisme. Et dans ce genre de système, on sait donc d'office que le président de la République, qui est à la tête, qui chapeaute le pouvoir exécutif, aura forcément à imposer la ligne de conduite, la tenue aux autres institutions, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et au Cameroun, on est aujourd'hui étonné de savoir qu'il n'y a pas eu réellement de loi émanant de l'Assemblée nationale ou alors du Parlement dans sa version bicamérale. Ça signifie tout simplement que le président de la République qui est à la tête du pouvoir exécutif, qui agit à travers l'institution qu'on appelle la présidence de la République, qui aujourd'hui se met en mouvement à travers le secrétariat, que le président de la République, c'est lui qui contrôle pratiquement tout, et les autres sont tenus d'obéir. Nous avons la chance d'avoir un éminent membre du comité central du RDPC. Il pourra peut-être nous livrer quelques secrets sur la désignation du président de l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire RDPC. Comment est-ce que on fait pour désigner toujours M. Kavaye Djibril comme le porte-étendard du RDPC? Est-ce que cela se passe en collégialité ou alors c'est une enveloppe qu'on passe au président du groupe parlementaire, M. Ndongwe Somba, pour tout simplement venir lire en public? Est-ce qu'il y a un certain consensus entre les députés RDPC pour voir qui peut être le représentant du groupe parlementaire, qui peut être le candidat du groupe parlementaire? Et lorsque vous regardez la morosité dans laquelle travaille notre Assemblée nationale, qui est à dominance RDPCiste, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème au niveau du casting à l'intérieur même du RDPC. Parce que le Parti communiste chinois, c'est vrai, c'est un parti unique, mais à l'intérieur, il y a une certaine émulation démocratique qui permet à ce qu'on ait des éléments assez représentatifs et qui ont de la vigueur. Lorsque vous voyez nos députés, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas m'hasarder dans une sociologie des différents profils, mais toujours est-il qu'on se rend compte qu'il y a peu de députés qui peuvent s'exprimer en public. Peu de députés. Pourtant, nous sommes dans le Parlement parlementaire, c'est-à-dire des gens qui peuvent tenir un argumentaire, défendre une prise de position ou alors porter une cause sur la place publique. Aujourd'hui, pourquoi ils sont si peu? On se rend donc compte que le jeu est d'abord biaisé. Au-delà des questions de démocratie externe au RDPC, il y a un jeu qui est biaisé à l'intérieur de ce parti à travers des cooptations. Voilà. Comment se fait-il qu'on se retrouve non pas avec des personnes qui peuvent parlementer, mais des personnes qui peuvent mobiliser des ressources pour acheter des boîtes de conserve, des gens qui peuvent acheter des postes, des gens qui peuvent acheter des mairies? Voilà là où on biaise en fait le travail du Parlement ou alors la puissance du Parlement dans le jeu de contre-pouvoir de Montesquieu. Aujourd'hui, nous avons des parlementaires qui arrivent tout simplement à l'Assemblée nationale pour valider, et pour la plupart, c'est généralement des micro-projets. Ce sont des passe-droits, c'est-à-dire mobiliser leur immunité pour fructifier leurs affaires. Et il y a également ceux qui sont
dans des activités caritatives à vocation clientéliste, c'est-à-dire des gens qui se découvrent des profils de l'abbé Pierre ou de Mère Teresa. Et pourtant, ce n'est pas ça le rôle du député. Voilà. Le député ne fait pas dans le caritatif. Le député, ce n'est pas les micro-projets. Le député, c'est pour donner la force au Parlement, pour que le Parlement, qui est l'élément majeur dans l'animation de la gestion de l'État, joue son rôle de contre-pouvoir. Et lorsqu'on parle de son rôle majeur dans cette animation, on parle déjà de son influence, a priori, dans ce que l'exécutif doit exécuter. C'est le Parlement qui définit ce que l'exécutif doit exécuter. C'est le Parlement qui adopte et le président promulgue. Et après, le Parlement revient pour demander des comptes à l'exécutif. Avez-vous exécuté ce qu'on vous a demandé d'exécuter? Mais lorsqu'on se rend compte que ce qui doit être exécuté est défini déjà par le gouvernement, et en que temps, lorsqu'il faut contrôler, on assiste plutôt à une certaine théâtralisation de la séance des questions-réponses. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un vient, tu lis, et puis il n'y a pas une certaine interactivité dans l'échange, et vous quittez le pupitre, le ministre arrive, il donne sa réponse, même si elle est satisfaisante, vous asseyez, et c'est fini. Voilà. Et maintenant, les enquêtes parlementaires, nous avons des scandales, le scandale du glissement de la canne. On a des scandales dans ce pays, on a l'opération Épervier. Il n'y a jamais eu une enquête parlementaire pour savoir ce qui se passe réellement. Que le ministre, que les différents maillons de la chaîne de gestion de cette canne viennent dire au peuple camerounais, représenté par ces parlementaires, ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce que nous avons acheté par exemple un sac de ciment à 16 555 francs? Vous avez aujourd'hui le problème de Boko Haram. Le président de l'Assemblée nationale dit qu'il y a Boko Haram parmi nous. Entre-temps, lui-même, il n'engage pas une enquête parlementaire pour qu'on essaye de désinfecter l'Assemblée nationale de ces Boko Haram camerounais. Mais curieusement, on avance. Et je me demande bien si les discours qui sont prononcés par le président de l'Assemblée nationale ne sont pas rédigés à partir du présidentiel monarchique. Voilà, c'est-à-dire si on ne lui envoie pas, parce qu'il faut filtrer, il ne faut pas qu'il y ait un contre-pouvoir. Voilà. Et c'est ce qui fait donc en sorte qu'au Cameroun, on se retrouve avec une situation assez dégradée, tout simplement parce qu'il n'y a pas ce contre-pouvoir. S'il y avait cet équilibre de pouvoir, je vous assure, M. Manaouda serait déjà passé pour aller nous dire, pour dire au peuple camerounais où sont passés les sacs de riz Orca. Comment est-ce qu'il a géré les passations des marchés anti-Covid, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, après ce que M. Nietzsche a fait, il n'y a plus rien. Si. Et l'opposition qui devrait booster, en fait, qui devrait engager une certaine dynamique oppositionnelle à l'intérieur de ce Parlement, est totalement minime et marginalisée, n'a pas assez d'éléments et est obligé de se contenter aussi de faire dans des actions caritatives, jouer les abbés Pierre et les Mères Teresa. Après le tableau que vous venez de présenter, professeur Pascal Charlemagne Musanga-Nyamding, comment expliquer que dans un pays qui se dit démocratique, que le Parlement, l'Assemblée nationale ne puisse pas jouer ce rôle de contre-pouvoir, de contrôle de l'action gouvernementale et d'élaboration, de mise en place des commissions d'enquête parlementaires régulières pour faire la lumière sur les multiples scandales qui ont secoué le pays? Non, je voudrais corriger quelque chose. Alors vraiment, de manière radicale, la notion de contre-pouvoir s'opère lorsque vous n'êtes pas du même parti politique, lorsqu'il y a divergence idéologique. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit, c'est le cas du MRC, allez aux élections, vous allez vous battre parce qu'il s'agit d'un jeu politique qui est essentiellement ancré sur la compétition et le contrôle du pouvoir, le changement des lois. Ça me permet de rappeler quand même avec autorité quelque chose ici. 2 missions sont dévolues au Parlement. Contrôler l'action gouvernementale et voter les lois. C'est tout. Alors, à partir du moment où il y a compétitivité, je crois que le président Paul Biya, mon maître politique, a atteint un objectif. Il voulait mettre en place la démocratie représentative. Parce que le député, c'est le peuple. Le sénateur, c'est le peuple. Le conseiller régional, c'est le peuple. Et à côté aussi, il faut le rappeler, le conseil municipal, c'est le peuple. Quand vous avez des partis politiques, quel que soit le cas, qui boycottent,
eh bien, à qui la faute? Mais deuxièmement, restons sur... je reviens. Pour qu'on puisse comprendre, hein, allons pas à pas. Oui, Professeur Messanganyang, je vous parlais des pouvoirs, des missions dévolues aux députés. Aux députés, oui. On observe en France, les députés de la République En Marche, le parti au pouvoir, proposent des lois à l'Assemblée nationale française qui sont débattues en session parlementaire, amendées, ensuite adoptées et promulguées par le président. Au Cameroun, pourquoi les députés RDPC n'ont jamais proposé de loi durant au moins ces 10 dernières années? Parce que, et alors votre question est d'une pertinence implacable lorsque, de manière métaphorique, vous évoquez le cas du Parlement français. Je vous assure, si vous visitez un peu les principes de droit constitutionnel, vous allez vous rendre compte que lorsque le président de la République en fonction est du même parti que les députés, il n'y a pas tellement compétition et contre-pouvoir. Écoutez, j'ai été en France à une période où j'ai vu le président Mitterrand en 2 fois en cohabitation, une fois avec M. Chirac, et je me rappelle en 86, et puis une fois avec M. Balladur. Il y avait compétitivité. Ouais, cette constitution... Mais on le voit dans le cas avec le Parlement français actuel. Oui, si vous le ministre de la Justice a proposé plusieurs fois des lois qui ont été amendées par des députés du parti au pouvoir en France. Si vous me permettez, M. Noufélé, lorsque vous voyez Dupond-Moretti, c'est une coalition entre En Marche qui a une majorité, qui suit le président. Et vous faites encore bien de l'évoquer. Et vous voyez bien comment En Marche, qui a la majorité, est toujours en train d'amender ou de contrer M. Moretti, qui est ministre de la Justice. Et je vais aller plus loin. Lorsque vous prenez le système américain, français ou anglais, observez que chaque fois, prenez le mandat de M. Trump, on a rarement vu la majorité parlementaire contrarier M. Trump, même lorsque celle-ci n'était pas d'accord avec lui. Maintenant, à qui la faute? Qu'est-ce qui arrive à ce Parlement? Je vais chuter là et vous expliquer. Regardez au Cameroun. Personne ne peut nier que dans ce pays, l'opposition a bénéficié, lors des élections du 1er mars 1992, d'une majorité. Il faut qu'on le dise. Dans ce jeu, je me rappelle, l'UNDP capitalisait 68 députés. L'UPC en avait 18 de M. Kodok. Et puis à côté, il y avait le MDR de M. Dakolé Daïsala, qui s'est retrouvé, je me souviens, avec 6 députés. Je vous assure, du point de vue de la science administrative, il suffisait que M. Kodok, M. Dakolé Daïsala et M. Belobouba Magari, qui étaient dans l'opposition, fassent ce qu'on appelle une déclaration de politique commune pour que le président Paul Biya n'ait plus le droit de nommer un premier ministre dans son camp. Alors vous verrez que ramener à ce Parlement, et je termine là-dessus, tant qu'il y a ces majorités, la majorité ne peut pas neutraliser le président. Pour preuve, toutes les lois, les propositions de loi, comme vous l'avez dit, sont parfois même les initiatives du gouvernement. C'est pourquoi il est important, il est bon de rappeler à nos amis de l'opposition, je ne peux pas être un professeur des sciences de l'État, des sciences de pouvoir, et venir vous dire que être majoritaire, parce que le RDPC a ce qu'on appelle une majorité obèse. Non, ce n'est pas beau. Mais regardez déjà ceux qui sont représentés au Parlement. Je pense à un petit parti, pour ne pas le citer, Cabral Libi, où une fois arrivés, ils sont allés en vacances avec tous les députés en Europe. C'était ça leur mission. Et je vous fais remarquer... Mais on a vu des actions menées par les députés PCRN qui ont adressé plusieurs questions orales au gouvernement et qui ont exigé dans plusieurs initiatives que des actions soient menées pour des populations dans l'Union Ekele et dans d'autres parties du pays, notamment sur la question de la protection des forêts et de la faune au Cameroun. Bien, je vous fais remarquer un seul problème grave, évoqué brillamment, parce que je ne suis pas ici pour m'enfermer dans le RDPC, par le représentant du MRC ici. Il disait, et Mono, ils ont dit, mais quel est le rôle des députés? Est-ce que vous savez qu'il y a un acte anticonstitutionnel que nous, biaïstes, qui soutenons ce gouvernement, qui soutenons les ministres et tous ceux qui sont nommés par le chef de l'État, vraiment la main sur le cœur, je suis sincère quand je le dis. Mais nous continuons à dire que, il faut qu'on applique l'article 66 pour décongestionner certaines choses, mais surtout, l'acte anticonstitutionnel qu'on appelle projet de loi. Écoutez, en tant qu'enseignant des sciences de l'État, je le dis à mes étudiants à l'amphi, je m'amuse souvent à en faire des commentaires, comment on peut comprendre
que les députés successifs de l'opposition, depuis l'avènement du pluralisme, personne ne va à la tribune et dit on n'est pas d'accord avec les micro-projets. Le micro-projet est anticonstitutionnel. Comment on peut comprendre que aussi bien les députés de la majorité que ceux de l'opposition? Non, pour vous dire la vérité, je termine sur ce point. Lorsque ces gens ont à manger, une bouche qui parle, une bouche qui mange, ne parle pas. Malheureusement, ça concerne la plupart de nos représentants. Après vous, Guy Laurent Kwam, ce Parlement camerounais a quand même été le théâtre d'une intervention d'un député en fin 2016, député dans la région du Nord-Ouest, qui a adressé la question de la crise anglophone. On a vu le SDF qui a plusieurs fois réussi à susciter la réaction de l'opinion publique sur des questions importantes du Cameroun et qui avait été à la manœuvre pour le Mushipungate par exemple. Est-ce que là on peut voir un Parlement capable de, en interne, d'avoir des forces certes minimes mais qui peuvent créer ou impulser des initiatives qui portent sur le plan national? Les parlementaires sont les représentants du peuple. Ils sont censés défendre les intérêts, des populations qu'ils représentent. Mais vous avez vu le tableau que Aristide a brossé tout à l'heure. Vous comprenez que notre Parlement, en fait, opère, a aussi les mêmes mots que l'on a décriés tout à l'heure dans la fonction publique, c'est-à-dire corruption, népotisme, clientélisme, etc. Donc il y a une sorte de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des parlementaires qui ne sachent pas exactement quel est leur rôle. Vous pouvez interviewer les députés et leur dire quel est le rôle d'un député. Il ne saura pas que leur rôle c'est 1. de voter les lois et 2. de contrôler l'action du gouvernement. Très bien. Maintenant, quand on revient sur la question de la crise anglophone, on peut se permettre de se poser la question, celle de savoir si notre Parlement, en l'état actuel, est capable de faire avancer les choses pour la résolution de la crise anglophone. Ce député d'ailleurs, qui a osé, c'était très courageux, qui a osé au pupitre de l'Assemblée nationale de poser cette question, si vous voulez, déterminante pour l'avenir de notre pays. Où est-il? Où est-il? En exil. En exil. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un Parlement qui, paradoxalement, ne représente plus les intérêts de la population. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est de laisser au Cameroun, de laisser aux générations futures, un Cameroun qui soit prospère et qui soit un monde, je veux dire, qui soit un pays de partage, où le plus de Camerounais possible puissent se trouver, puissent retrouver ses intérêts préservés. Mais est-ce que c'est ce Cameroun que nous sommes en train de construire aujourd'hui? Les grands pays de ce monde font de la prospective, c'est-à-dire quel est le Cameroun que nous voulons dans 100 ans? On commence à poser des actions aujourd'hui. Vous avez l'impression que les députés, vous avez l'impression que les sénateurs qui sont dans nos différentes chambres aujourd'hui travaillent à se poser cette question? Vous avez l'impression que le gouvernement qui accompagne ces députés travaille à se poser ces véritables questions? Je crois que non. La crise anglophone vient démontrer à quel niveau ces gens s'en foutent éperdument des intérêts de la population. Et il est question, pour nous, citoyens camerounais, représentés à l'Assemblée ou non. Alors je reviens là sur une des propositions du professeur tout à l'heure. Pour faire le jeu politique, il ne faut pas nécessairement être à l'Assemblée nationale. Et quand nous constatons que le jeu politique est verrouillé, est bloqué par le RDPC, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire, à jouer le rôle des citoyens qui revendiquent un Cameroun meilleur et qui veulent dire au RDPC, faites tout pour que le nivellement par le bas n'existe plus dans nos institutions et que ces institutions puissent jouer le rôle qui est le leur dans la régulation et dans la prospective des actions, de l'action publique. Aujourd'hui, et d'ailleurs le consultant permanent l'a dit en parlant de cette assemblée, de ce Parlement qui est incapable de résoudre la question anglophone dans le fond. Aujourd'hui, en fait, au Cameroun, sur la question anglophone, le Parlement n'a aucun pouvoir. Au contraire, je crois qu'il nous faut même d'ailleurs, je crois que le professeur comprendra mieux ce que je vais évoquer là, il nous faut un pouvoir constituant originaire. Ça veut dire qu'il faut remettre tout à plat
et faire que les Camerounais se parlent, les Camerounais de toute obédience, toutes les classes doivent se parler, les religieux, les associations, les partis politiques, et les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation. Et oui. quand il faut mettre ces forces vives de la nation, oui. vous comprenez que le Parlement est dépassé. Ce n'est plus le rôle du Parlement. Et donc, quand on appelle chez nous au MRC, quand on appelle comment on va dire ça, à un dialogue national inclusif, en fait, nous appelons à un pouvoir constituant originaire. À ce que tous les Camerounais puissent remettre à plat les bases de cet État et se projeter à l'avenir de manière consensuelle. Pas qu'un seul parti politique nous impose la marche à suivre. Les associations ont leur mot à dire. Les religieux ont leur quand je parle d'association, je parle de la société civile. Ils ont leur mot à dire. C'est pour ça que M. Aristide est là et qu'il a une voix qui compte. Est-ce qu'il a l'Assemblée nationale? Non. Donc, mais son mot compte. Les religieux doivent parler, les partis politiques, etc. Et je crois que le RDPC doit quand même se dire, avec toutes ces crises que nous vivons aujourd'hui, au nord-ouest et au sud-ouest, à l'est, il me semble aussi, au nord, à l'extrême nord, toutes ces crises qui nous attaquent, qu'il est temps que les forces vives de cet État, que les parties prenantes de l'État camerounais s'asseyent et redessinent le Cameroun dans lequel nous voulons tous vivre ensemble. Et le mot vivre ensemble, ici, a tout son enjeu. Comment est-ce qu'on va vivre dans un pays et se le partager de manière équitable? Et pour arriver à se vivre ensemble, ce dialogue des forces vives de la nation Edmond Kambia, il y a la question préalable de création des conditions pour parvenir à un dialogue, surtout avec les leaders des mouvements séparatistes dans les régions anglophones. Il y a eu des premiers contacts, c'était en 2020, et dans une interview accordée à Jeune Afrique en fin de semaine du mois de mars 2021, Sisikou Ayouk Tabé affirme qu'il n'y a plus eu de contact et aucune négociation ne se poursuit avec le gouvernement, a-t-il indiqué. Comment expliquez-vous cette situation, Edmond Kambia? Je dois dire qu'avec la dernière sortie d'Ayouk Tabé Sisikou, chez notre confrère Jeune Afrique, qui entre autres choses, dit que les ambassadeurs vont se battre jusqu'au dernier homme et qui rappelle que depuis le 2 juillet 2020, il n'y a plus eu une autre rencontre entre les sécessionnistes et les représentants de l'État ou du gouvernement camerounais. Cela montre que la situation est en train de s'aggraver et peut encore dégénérer. C'est-à-dire au-delà de ce que nous connaissons en ce moment dans les régions nord-ouest et sud-ouest, où il y a chaque jour des morts, où il y a chaque jour des exactions, aussi bien des exactions qui sont commises par les groupes armés des séparatistes que par les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, récemment, on a vu la sortie de Human Rights Watch, d'une organisation internationale, une ONG internationale qui dénonçait un certain nombre de pratiques, un certain nombre de violations des droits de l'homme que le gouvernement a, pour l'essentiel, reconnu, au-delà des situations parcellaires où le gouvernement a nié comment les choses ont pu se passer. C'est pour dire que, et nous, sur ce plateau, on l'a toujours dit et souhaité, que les négociations qui ont commencé entre les sécessionnistes, notamment une branche politique, celle d'Ayouk Sisikou, et quelques membres de sa délégation, y compris ceux qui venaient de la prison centrale de Koningui, parce que lui, la prison principale est Koningui, et la délégation que conduisait la DGRE avec des membres qui étaient inclus dans ce gouvernement qui représentait l'État du Cameroun, nous aurions souhaité que ces rencontres-là se poursuivent. Pas seulement nous, quand je parle de nous, je parle de la société civile, des partis politiques, mais également la communauté internationale, qui suit ça de près et qui aurait aimé qu'il y ait un cessez-le-feu. Malheureusement, ni en 2020, nous sommes maintenant en 2021, on n'est pas sûr que d'ici le mois de juillet prochain, où ça fera 1 an après les premières négociations, nous aurions... Premier contact. Les premiers contacts, que nous aurons encore un autre contact. C'est déplorable. C'est triste. C'est d'autant triste que les morts, chaque jour davantage, décèdent sur le théâtre de cette guerre-là. Et les morts, ce n'est pas seulement les civils, ce n'est pas seulement les ambazoniens, ce sont nos soldats. Ce sont nos fils et filles qui sont envoyés en mission pour cette guerre-là. Cette guerre
et je l'ai déjà dit sur ce plateau, qu'il n'en valait pas la peine. Cette guerre inutile, où des Camerounais s'entretuent, une guerre fratricide, parce que la solution permet d'éviter de continuer avec cette guerre. Et nous l'avons toujours dit sur ce plateau, c'est un dialogue national inclusif. Et ce dialogue inclusif peut se faire au Cameroun, en Afrique ou dans une autre partie du monde. Il suffit seulement de régler les modalités et d'identifier les acteurs. Après vous, Edmond, j'aimerais avoir la réaction du professeur Musaga Nyamding. Des Camerounais ont marché pour appeler le gouvernement à mettre un terme à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont ensuite posé le problème du système électoral au Cameroun et ils sont nombreux encore en prison. Ils sont aux côtés d'autres détenus de la crise anglophone, toujours en prison. Pourquoi cette option de durcissement du ton de la part des pouvoirs publics qui maintient en prison des Camerounais qui ont manifesté sans avoir mené des casses, qui maintient en prison des Camerounais arrêtés dans le cadre de la crise anglophones qui ont posé des revendications que le gouvernement a reconnues plus tard légitimes? Pourquoi ce ton de durcissement? Pourquoi cette option militaire à tout vent dans le cadre de la résolution d'une crise au Cameroun? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, aussi, ça il faut le dire, occasionnés par ceux qui ont proclamé la partition du Cameroun. Vous savez, la crise anglophone, on ne peut pas seulement l'expliquer sur le seul fait d'un groupe de Camerounais, nos compatriotes qui se lèvent et disent « Ambazonas tête ». Lorsque vous visitez le pacte de Berlin, qui s'est tenu de novembre 1884 à février 1885, tous les pays décolonisés. J'ai encore en mémoire la résolution 1415 de décembre 1960 sur la libération des territoires et des peuples coloniaux. C'était les territoires issus du pacte de Berlin. Ça veut dire que les pays européens qui occupaient certains espaces, et ce sont ces espaces qui vont accéder à l'indépendance, notamment le Grand Cameroun allemand. Alors je termine donc sur ce point pour vous dire une chose. Je suis d'accord, et ça il faut le dire, il faut continuer à ouvrir. Je suis contre le durcissement. Vous savez, deux choses peuvent expliquer le désastre et ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Un, la frustration. Quand on gouverne, on tend la main, même si vous n'avez pas toujours raison. Et de deux, la confiance. Tant que gouvernants et gouvernés ne sont pas en osmose, et tant que les représentants des partis politiques, y compris celui au pouvoir, moi je ne suis pas d'accord avec certains gouvernants qui sont là, arrivés à des postes, sans connaître l'idéologie du parti. Donc je pense que la crise est plus profonde, c'est pourquoi je crois que vous avez raison. Mais reconnaissons que le président Paul Biya a initié un grand dialogue national. On a demandé à tout le monde de venir. Et je continue à affirmer que ceux qui viennent et qui déposent les armes à ce jour sont amnistiés. On appelle ça une amnistie implicite. À partir de là, je vous assure, au nom du chef de l'État, au nom de mon parti, le RDPC, nous tendons la main. Et je continue à dire à nos compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui, venez, on va dialoguer. On tend la main pour que avec la confiance. Des gens qui sont toujours en prison. On va arriver à cela. Bon, je comprends quelque peu qu'il y a des frustrations. Il y a aussi les lois de la République. Mais continuons à dire. C'est pourquoi moi je viendrai toujours sur d'autres chaînes de télévision dire que je vous assure, on tend la main. Vous savez, écoutez, prenez un cas comme le mien. J'aurais pu être frustré et dire c'est terminé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je respecte les institutions de la République. Je respecte la bonne marche de l'État. Même si je reconnais qu'il y a parfois des abus. On sait un peu tout ce qui s'est passé à un moment donné. Mais je vous assure, c'est des Noufélé. Tendons la main. Encourageons, pardonnez-moi, les gouvernants. Ceux qui sont dans mon parti, ceux qui gouvernent, attendent la main. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra juguler toutes les crises. Parce que en dehors de la crise anglophone, il y a des secousses qui se passent actuellement au Grand Nord, avec Boko Haram et la zone de la Damawa. En dehors de la zone de la Damawa, il faut qu'on vous dise qu'il y a encore une paix de cimetières qui s'opère à l'Est. En dehors de l'Est, vous allez voir qu'il y a une double attraction, y compris entre nous. Écoutez, suivez mon regard, dans le RDPC où les gens se battent plus pour penser à la succession. Donc on peut reconnaître aussi qu'il y a une bataille de succession.
Une lutte des longs couteaux qui fait que, malheureusement, je dois aussi le dire, même si ça ne plaît pas à certains dans mon camp, où les gens ne se soucient plus à la paix sociale, mais à la succession. C'est pourquoi on se retrouve parfois dans de telles situations. J'ai bien compris, Aristide Monod. Alors, quand on a un tel cocktail de crise et une tension sociale qui grandit au fil des jours, que faut-il faire pour désamorcer la situation? En quelques mots. Nous avons déjà une hypothèse qui est totalement bouclée, donc ça veut dire qu'elle ne peut plus être ouverte, c'est que en l'état, il serait difficile pour le gouvernement d'ouvrir de manière souveraine le dialogue. Le dialogue doit maintenant être impulsé. Il doit être impulsé par des acteurs internes, c'est-à-dire le peuple camerounais, dans sa dimension transpartisane, dans sa dimension transethnique. Et également de façon exogène par la France. Aujourd'hui, je suis tout à fait... je souris un peu face à l'aveu d'échec de la pression internationale faite tout à l'heure par le grand Edmond. Parce que la dernière fois, lorsqu'on parlait de la mission du Vatican, j'avais dit sur ce plateau que ça ne servirait absolument à rien. Parce que Yaoundé a su faire le dos rond sur toutes les pressions. On a eu des pressions un peu plus rudes que la pression du Vatican. On a vu Thibaut Nagui mettre la pression sur Yaoundé, mais Yaoundé a résisté. Pourquoi Yaoundé a résisté? Ce n'est pas parce que Yaoundé a totalisé une certaine malice dans la gestion des affaires étrangères. C'est tout simplement parce que la France n'a pas encore décidé de l'opportunité de l'ouverture d'un dialogue. Voilà. Mais la France est un pays souverain. Comment expliquer l'influence de la France comme bouclier? Il a raison, il y a des influences. C'est la France qui décide et qui bloque pratiquement toutes les pressions. Donc ça fait en sorte que ce que le Parlement européen engage comme initiative, tout ce que les anciens ex de l'Union africaine engagent comme démarche, viennent tout simplement buter sur l'inopportunité d'un dialogue qui est arrêté et entretenu par la France. Et aujourd'hui, pour qu'on sorte de l'affaire, il est clair, il faut forcément un dialogue, et Sissoko a été clair dans sa démarche. Ils résisteront. En tout cas, ils viennent tout simplement ouvrir une porte déjà ouverte. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est porté par les sécessionnistes, la cause qui est défendue par les sécessionnistes est partagée par la plupart des anglophones. Il y a un souci au niveau de la démarche. Certains estiment qu'on doit encore donner un peu de temps au processus de décentralisation. D'autres estiment qu'il faut le fédéralisme. D'autres disent qu'il faut qu'on prenne les armes maintenant. Mais au niveau de la cause qui est portée par les sécessionnistes, c'est-à-dire la marginalisation des anglophones, la restauration, et Sissoko a été très clair sur cette notion. Il a dit, ils ne sont pas des sécessionnistes, ils sont plutôt des forces de restauration, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur référentiel de lutte intégré le fait qu'ils ont été un État et ils revendiquent maintenant le retour à cet État parce qu'il serait annexé. Il faut donc déconstruire cela, et pour le déconstruire, ça ne sera pas avec les armes. Ça sera tout simplement avec d'autres dimensions idéologiques, des moyens sociétaux qui doivent être mobilisés et également engager quelques politiques publiques ciblées pour désintéresser les tenanciers de la crise sécessionniste. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous Guy Laurent Kwam et Aristide Monod d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie également messieurs Pascal Charlemagne Sanganyamdi. Je vous remercie vraiment pour cette invitation. Kangia d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.